Bonjour, vous vous êtes levé du mauvais pied? Vous n'êtes pas en forme? Vous allez le devenir. Parce qu'il y a 4 belles femmes ici, sur le plateau Thé au Café, qui sont talentueuses. Elles sont belles, mais talentueuses. Elles sont très créatives. Ce sont des personnes que nous connaissons bien, individuellement. Et elles se sont réunies pour, allez, on va dire, rendre hommage à la période yéyé. Ce sont les Parisiennes. Vous vous en souvenez, c'était dans les années 60. Peut-être que vous n'étiez pas nés à l'époque. En tout cas, elles vont faire revivre ce groupe. Bonjour. Bonjour. Alors là, vous êtes assez étonnante. Alors, bon, Ariel Dombal, Elena Noguera, Ina Modja et puis Marie Galanter. Bravo d'être sur le plateau de Thé au Café. C'est la première fois. Voilà, c'est votre baptême. C'est ça. Alors, mais pourquoi vous êtes habillées toutes pareilles? C'est quoi? Vous allez au collège, au lycée? Nous sommes un quatuor. Des petites collégiennes. Un quatuor en harmonie, matin, soir, après-midi. Mais vous vivez ensemble, on peut le dire, on peut le déclarer, vous vivez ensemble. Un pour tous, tous pour eux. Alors pourtant, vous êtes des Parisiennes, mais aucune d'entre vous n'est parisienne, n'est née à Paris. Alors, il y en a une qui est née au Mexique, une au Portugal, une à Tahiti et une autre au Mali. À Bamako. À Bamako, Voilà. absolument. Moi, je suis née en Belgique. Et alors, Elena, exactement, vous êtes née en Belgique. Alors, vos parents étaient portugais. Oui. On va faire comme ça un petit portrait de chacune, pour ceux qui nous regardent ce matin. La culture prédominante chez vous, c'était quoi? Le Portugal, c'était laquelle? Portugal ou la Belgique? Dans la maison, c'était le Portugal. Ça sentait la cuisine portugaise. Il y avait cette mélodie dans leur accent français qui était portugais. Mais après, mon enfance, c'est la Belgique. C'est hors les murs. Donc, c'est l'école, les rues. Les rues de mon enfance sont belges, les plats sont belges, les Parce qu'il copines faut sont belges. évidemment rappeler que vos parents ont fui en fait le Portugal pour des raisons politiques. Donc, ce sont des immigrés. Ils connaissent la clandestinité aussi. Oui, en fait, ils ressemblent aux migrants dont on parle en ce moment. C'était des réfugiés politiques sans papier et qui sont arrivés et qui ont dû s'intégrer en Belgique. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis d'ailleurs de cette histoire familiale? Oh là là, beaucoup de choses sans doute, mais là, d'un seul coup, tout de suite, je dirais que je me sens partout chez moi. Qu'en fait, je suis attachée à aucune terre et que je me sens citoyenne du monde. Je me sens... La terre est à moi, je suis chez moi partout. Mareva, vous êtes née à Tahiti, Polynésie donc française. Votre père, alors, il a de doubles origines? Oui, mon père est d'origine russe-polonaise, français, et qui est allé à Tahiti, qui a rencontré ma mère. Voilà, Est-ce que le décor de votre enfance, ça ressemble à l'image d'Épinal? Totalement. C'est vrai? Totalement. Tahiti, on est vraiment, on est au paradis. On est vraiment dans les images dont on rêve. Moi, j'ai grandi là-bas. La carte postale, oui, vraiment. Et j'ai commencé ma vie là où tout le monde rêve de prendre sa retraite, par exemple. J'ai un peu commencé ma vie à l'envers. Et c'est pour ça que je suis devenue une citadine et une Parisienne aujourd'hui et que j'adore ma vie à Paris et que j'adore Paris. Mais j'ai vraiment grandi au bord de la mer, dans la nature. Avec quelle éducation? Avec une éducation plutôt stricte. J'allais dans une école française où tout le monde parle français. Enfin, je veux dire, du côté de ma mère, les femmes parlaient tahitien. Je comprends le tahitien, je ne le parle pas parce que j'ai un accent français et j'ai honte. Je le dis clairement. Mais on avait une éducation stricte, mais libérée au sens où on a grandi dans la nature, totalement. Et c'est vraiment ce qui a fait, je pense, ma force et ma différence en arrivant à Paris. Parce que c'était très difficile du jour au lendemain de quitter cet endroit qui est un peu isolé du monde, culturellement et géographiquement. Donc voilà, cette culture, cette nonchalance et cette différence a fait que je me suis construite oui, et après, contraste évidemment avec Paris. Ina, quel était le contexte familial? Vous êtes issue d'une famille nombreuse. Oui, d'une grande famille. On est 7 enfants. Et mes parents ont aussi élevé 3 de mes cousines. Donc, on était 8 filles et 2 garçons. Vous, votre pseudonyme, alors quand on regarde bien, c'est quand même pas très très sympa, c'est assez péjoratif en fait. Ah non, pas du tout, c'est très affectueux. Ça s'appelle la petite peste, c'est oui, ça? parce que j'étais une petite peste. Et vous l'êtes encore? Oui, je chamboulais un peu le status quo chez moi et je continue à le faire dans ma vie d'aujourd'hui. Mais ma mère, qui elle-même a beaucoup de caractère, m'a donné ce petit surnom parce que j'étais
très bruyante et je suis hyper active. Et j'étais la numéro 6, donc j'étais un peu casse-pied. J'avais envie de tout savoir, tout comprendre, et je hurlais. Et de se distinguer des autres aussi, ouais. C'est mignon. Ariel, bon, on le sait peut-être quand même que vous êtes né au Mexique, vous l'avez dit, redit, aux États-Unis, Voilà, vous avez grandi au Mexique, avec la langue espagnole quand même, qui est votre vraie langue. Voilà, voilà. Et le français acquis. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, je rêvais de Paris, comme nous toutes. Et vous étiez une enfant blonde, déjà, vous vous sentiez quand même assez atypique quand même, vous le dites toujours au Mexique. Oui, c'est vrai. Je pense que la chose que j'ai le plus entendue me concernant, c'est « güerita », comme ça, et c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire petite blonde. Mais avec un petit côté comme ça, péjoratif, la petite blonde, voilà. Bon, mais en même temps affectueux, voilà. Et gringa, qui veut dire étrangère, parce que, voilà. Mais c'est vrai que de parents français, voilà, lycée français mexicain, et je rêvais de Paris, c'est vrai. Mais Mareva, qu'est-ce que représentait Paris? Alors, moi, quand j'étais adolescente, je ne voulais pas du tout vivre à Paris. C'était pour moi trop de modernité, donc trop loin plutôt, parce que c'est quand même 23 heures de vol, c'est 18 000 kilomètres. Alors, je venais en France, à Paris, une fois par an, l'été, mais je ne me projetais pas du tout dans la vie parisienne. Et c'est quand j'ai grandi, à mes 18 ans, en fait, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai découvert et que j'ai commencé à aimer cette ville. Je dis que Paris m'a apprivoisée et que j'ai apprivoisé Paris parce que j'ai mis du temps. Je trouvais Paris sublime, évidemment, tous les codes de Paris, et voilà. Mais j'ai mis du temps à m'adapter à cette vie. Et à Vous venez cette ville. pour participer au concours de Miss France. Tout à fait, à 18 ans. Et j'ai mis. Et elle gagne 3 ans. surtout. Elle participe au concours et elle gagne. On a Et là, votre vie a qui été gagne. transformée. Complètement, ma vie a été complètement transformée. Ina, qu'est-ce que ça vous a appris en arrivant à Paris d'abord? Vous avez été surpris par quoi? J'étais surprise par... La première fois que je suis arrivée à Paris, j'étais adolescente, c'était pour des vacances. Et j'imaginais ce Paris parce que mes parents connaissaient et on nous avait un peu raconté. Donc la première chose que j'avais envie de voir, c'était la Tour Eiffel, la Seine et tout ce qui est Moulin Rouge, le Lido, etc. Et j'avais une fascination pour cette élégance parisienne parce qu'en grandissant à Bamako, j'ai grandi avec... on n'avait pas de grands magasins comme ça, donc j'allais acheter mes tissus sur les marchés et je prenais les magazines et je les emmenais chez le tailleur. Et donc cette élégance-là m'a toujours fait rêver. Et quand je suis arrivée à Paris, j'étais toujours émerveillée par ça. Vous, Elena, lorsque vous êtes arrivée de Belgique, donc on ne peut pas dire quand même que ce soit des cultures quand même extrêmement différentes, mais Paris vous faisait rêver aussi? Oui, c'était gage de liberté. Ça me permettait de fuir l'école. Et j'étais la sœur de Lio, donc il y avait quelque chose de nouveau. C'était l'amour, c'était une promesse. Mais je dirais la liberté, la créativité. Puis ça grouillait partout. On avait l'impression qu'on pouvait tout faire, tout envisager. Et puis ça me faisait penser aussi à Angélique, marquise des Anges, parce que les décors sont tellement incroyables que je suis devenue une princesse directement. Les Parisiennes, un groupe musical des années 60, est-ce que vous les connaissiez? Oui. Moi, je connaissais le groupe. Toutes les deux, vous les connaissiez? Oui. Ouais. Vous aussi, Mareva? Moi, je connaissais quelques chansons. Il fait trop beau pour travailler. Que vous chanterez tout à l'heure. Oui. Ouais. Alors, on fait un petit retour en arrière. On a retrouvé plein d'archives. Voilà, ce sont 4 danseuses, des chanteuses qui ont été réunies d'ailleurs par Claude Bolling à l'époque et qui interprètent donc des chansons yéyé à l'époque. Et c'est un retour sur l'histoire et leur histoire. Et qui étaient des tubes phénoménaux. Ah ben, extraordinaire. Par Alexandra Garde. Voici les nouvelles parisiennes, un quatuor pop et 100% féminin qui devrait rappeler de bons souvenirs à certains. Car c'est dans les années 60 qu'est né le groupe original de musique yéyé. Sur une idée de Claude Bolling qui a fait chanter 4 danseuses, Hélène Longuet, Anne Lefébure, Anne-Marie Royer et Raymond Bronstein avec un orchestre. Le premier girls band était né. 4 albums ont été réalisés entre 1964 et 1972. Le style est ludique et les chansons reflètent l'image d'une Parisienne un peu futile.
Et pour attirer la clientèle féminine, une célèbre voiture a même eu l'idée en 1963 d'utiliser le groupe pour un modèle exclusif plus féminin, la R4 parisienne. Mettez-vous les Parisiennes. Malgré des hymnes inoubliables et entêtants, le groupe se sépare en 1972 et chacune poursuit son chemin, redevenant danseuse, chanteuse, speakerine. Alors autant dire qu'après 48 ans, la relève est très attendue. Est-ce que vous les avez rencontrés? Pas Non, encore. non, elles nous ont Vous envoyé- aimeriez? Ah, pardon. On aimerait. Je pense qu'on devrait les rencontrer pendant le spectacle. Oui, mais- elles vont venir, Elles vont sûrement. elles viendront nous voir. Mais Laurent Ruquier, qui est notre producteur, les a rencontrés. Il est allé aussi. C'est lui qui a eu l'idée de vous réunir. Hein. C'est lui qui a eu l'idée. Et quand il était enfant, c'est un rêve d'enfant pour lui. Il projetait, il faisait toujours des castings rêvés des Parisiennes. C'est un groupe qui, pour lui, représentait quelque chose voilà, ça signait un peu son futur de producteur. Il y avait 64 chansons à l'origine. Vous en avez choisi donc 15 sur le disque. oui, 15 sur le disque et puis 25, c'est ça, en spectacle. en Oui. spectacle. Vous les avez choisis comment? Vous vouliez trancher avec l'amorosité, dites-vous, donc vous les avez choisis les plus pétillantes qui soient? Je crois que ça s'est fait un peu spontanément entre nous tous, entre les musiciens, le metteur en scène, Laurent, Laurent. qui a choisi beaucoup de Voilà, chansons. et puis il a pris, je pense aussi les plus populaires, parce que les gens adoraient. Toute une tranche de Français pour qui ça a été toute leur adolescence et tout ça, et qui ont adoré ça, qui ont eu leur premier flirt, leur premier baiser, tout Et ça. puis aussi, il y a des chansons qui nous correspondent bien. Il y en a qui ne sont plus vraiment d'actualité au niveau des revendications, etc. Donc, celles-là, on les a un petit peu mises de côté. Mais Oui. On vous écoutera tout à l'heure. On vous a demandé, on vous a donné carte blanche, on vous a demandé de nous montrer votre pari à chacune, le pari que vous aimez. Alors, on est allé dans le Marais avec Ina. Vous, Elena, on est allé à Montmartre, ça c'est votre quartier. Alexandre Lagarde et Bernard Blaise vous ont suivi ce jour-là. bonjour. Le Marais, c'est mon quartier. J'ai vécu très longtemps et j'ai mes petites habitudes. Bonjour. C'est mon quartier. Une fille de la Butte, c'est une fille qui habite à Montmartre. On y va? C'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un concept store, il y a un restaurant, il y a une bibliothèque. L'idée de Paris, c'était ça. Une petite voiture comme ça. Il y a assez de place pour mettre 4 Parisiennes dedans. Aujourd'hui, apparemment, on est dans un thème de camping, de tente et d'aventure. J'ai toujours voyagé depuis l'enfance et j'ai appris à voyager un peu plus léger. Parce que quand on part pendant de longues semaines, il faut prendre le nécessaire et pas avoir 14 valises. Quand j'étais étudiante, j'ai coécrit avec un ami le guide du Petit Futé sur le Mali. Donc ça m'est arrivé de dormir à la Belle Étoile, au pays d'Ogon, sur les toits, en bas des falaises, mais jamais fait de camping. C'est exactement pareil que la vieille théière de ma grand-mère à Bamako. J'ai le même chez moi. À la base, c'est un bocal, et puis on met une ampoule, et puis on l'allume, et ça fait une lampe. J'adore les choses qui, à la base, ne sont pas faites pour ça, comme un genre de système D. Des objets détournés et recyclés. Parce qu'au lieu de jeter ce merveilleux bocal, on en fait une lampe. On n'a qu'une seule planète et c'est très important de faire attention. Donc je trie, je recycle et je fais un peu attention à ce que je porte, ce que je mange. À ma petite échelle, j'essaie de faire ma part. Et ce que j'aime bien dans ce lieu, c'est qu'on a l'impression de découvrir des objets qui viennent de partout. J'adore ce type d'objet-là. Je suis presque sûre que j'ai vu le même au Sénégal, sur un marché. J'adore le Marais parce que y a un brassage qui est hyper intéressant, hyper vivant et c'est très moderne. How are you? Do you live here? Yeah, le Marais. Oh, wow. Rachel, c'est une chanteuse extraordinaire. Oh non, c'est très gentil. Et la dernière fois qu'on était ensemble, c'était au festival de jazz de Bamako. Et elle est américaine. Oui, ça c'est la beauté du Marais. Venez avec moi. Et hey, ça va ma chiffon? Super. J'ai pas une passion folle pour l'habillement, donc c'est un peu ma tenue. Et je profite des spectacles et de la vie professionnelle pour m'habiller. Pas mal. Ça, c'est mon genre. Ça, c'est toi. Chiffon est costumière à la télévision et donc fait des costumes aussi de scène. Et
Tu m'as fait des costumes, je vais avoir 18 ans. On n'a vraiment plus rien à se mettre. Pourtant, il y a des tas de filles bien moins bien qui se débrouillent. On n'a vraiment plus rien à se mettre. Voilà. À bientôt. Oui, au revoir. La star du quartier. Je suis devenue une vraie Parisienne, en fait, ce qui arrive souvent aux immigrés, qu'ils soient provinciaux ou d'un autre pays, mais qui font Paris. Donc là, on va à la librairie des Abbesses et j'ai commandé mes livres pour les vacances à venir. On va voir si c'est arrivé. Tim Burton. Pour aller mieux dans sa peau, j'ai pris tout Michel Foucault parce qu'il a sorti un nouveau volume de l'histoire de la sexualité. Donc je reprends le 1, le plus beau métier du monde. Donc c'est sur l'industrie de la mode. Diderot, lettre à Sophie Volant, donc la plus célèbre des correspondances du siècle des Lumières. Et j'ai pris L'endroit du paradis parce que je trouvais le titre joli. Depuis que je suis devenue un être social, je lis beaucoup moins. Mais plus je vieillis, plus je me désocialise et je recommence à lire. Alors, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au revoir, thé au café. À tout de suite. Oh, bah voilà, c'est joli. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Bon, vous vous reconnaissez bien. Toutes les deux, vous êtes féministes. Hein. Oui. Vraiment, vous l'assumez. Vous faites partie d'une girl band. Hein. Est-ce que c'est un acte militant de faire partie comme ça d'un groupe de femmes? Ça l'est aussi, c'est-à-dire que les Parisiennes en soi n'ont pas un message militant ouvertement, mais comme tout acte est politique, le fait de se retrouver 4 filles... Une sororité, vous diriez? Oui, et puis ça permet de gommer plein de clichés sur l'entente entre femmes, sur comme vous disiez, la sororité possible, la complicité possible, on s'aime, on se déteste et même pas, sur on le se trouve féminisme, belle. il existe autant de formes de féminisme que de femmes, j'ai envie de dire. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être et être ensemble, être entre femmes, se soutenir, s'aimer et passer des très bons moments, être féminine. C'est chacun vit son féminisme. Ina, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était sur ce plateau. On avait parlé de choses extrêmement graves qui se déroulent toujours dans ce monde. Ce sont des mutilations barbares, l'excision, l'infibulation aussi. Vous aviez parlé aussi de votre propre exemple. Oui. Est-ce que les choses bougent? Les choses bougent, mais lentement. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de gens formidables qui se battent et qui mettent en place des maisons de femmes, des programmes, de la sensibilisation, de la prévention. Combien de petites filles sont excisées chaque année? Alors, 6 000 par jour dans le monde. Par jour. Et il y a quelque chose qui est... on a tendance à penser que ça ne se passe qu'en Afrique. Malheureusement, ça se passe en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais aussi, il faut savoir que les gens emmènent leurs coutumes avec eux et que c'est pas forcément une question de religion, parce que en Égypte, les Coptes le pratiquent, en Indonésie, c'est une autre religion, en Amérique latine, c'est une autre religion, et en Afrique aussi. Donc, c'est un vrai problème de société et c'est un vrai problème pour la santé des femmes. Transmise par d'autres femmes. Aussi, mais c'est perpétré vous, notamment par votre tante. Par la sœur de ma grand-mère paternelle. Mais effectivement, c'est les exciseuses, ce sont des femmes qui le font, mais il y a quand même un patriarcat qui est là pour chapeauter tout ça. Bien entendu. C'est toujours pour faire plaisir. Il y a autant de raisons complètement farfelues, comme il faut être pur pour son mari, ou parce que certaines femmes font des longues distances à pied, donc ils disent que le frottement des jambes fait du tort au clitoris, donc il faut le couper. C'est vraiment complètement fou, et ce sont des coutumes ancestrales et des vraies violences faites aux femmes. Donc moi, je me bats, comme vous savez, depuis très longtemps, depuis que j'ai 19-20 ans, et je pense que ça va être le combat, malheureusement, d'une vie. Vous vous battez aussi pour la reconstruction aussi. Oui, j'encourage celles qui ont envie de le faire. C'est pas une obligation, mais moi, ça m'a sauvé la vie personnellement. On peut saluer d'ailleurs le docteur Foldès. Oui. Pierre Foldès est un être extraordinaire qui a redonné sa dignité à beaucoup de femmes, dont moi. Il m'a opérée. Et il a surtout, il avait la mission de former beaucoup de médecins qui, aujourd'hui, à leur tour,
répare les femmes. Et ça, je ne le remercierai jamais assez. Vous, Elena, vous avez été confrontée à la misogynie, au machisme. Le mouvement actuel vous fait plaisir? Oui, on l'est toutes. De toute façon, naître femme, c'est être confronté à ça. Mais dès l'enfance, très vite, on naît dans le sens naître, on est comme un individu. Et puis à un moment, on devient une fille, on se rend compte qu'on est un individu femme. C'est pas pareil. Et que les choses vont bouger à partir de ce moment-là, quand on comprend qu'on est des êtres sexués et que ça déplace un peu la relation au monde. Donc oui, on vit tout cela. Et je pense que c'est très bien ce qui se passe. Est-ce que c'est un espoir? Oui, mais c'est depuis la nuit des temps que les femmes luttent pour leur liberté, parce qu'on est subordonnés depuis la nuit des temps. Et c'est à recommencer tout le temps, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme ça des acquis de civilisation, et puis après, tout à coup, ça régresse. D'ailleurs, quand on écoute les chansons des Parisiennes, il y a une chanson qui s'appelle « C'est tout de même malheureux », où elle se plaignait de ne pas pouvoir sortir le soir toute seule dans le métro ou dans la rue parce qu'elle se faisait harceler. Et c'est encore d'actualité, malheureusement. Elena, votre sœur Lio a récemment rendu hommage aux féminines. Oui. Voilà, on aime qu'elle nous surprenne. Oui. Donc, on l'a retrouvée les seins nus à leur côté. C'était pour leur anniversaire, je crois que c'était pour les 10 ans du mouvement. Vous l'auriez fait? Non, mais parce que je ne m'exprime pas de la même manière, mais on est souvent d'accord, toutes les deux. Après, il y a des petites divergences, mais je ne suis pas contre qu'elle le fasse. Moi, je suis un peu plus timide, mais j'aime bien, j'admire ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est vaillante. Vous savez que dans cette émission, il y a 1 minute. Aïe. Vous allez nous laisser toutes seules, les 4? Qu'est-ce qu'on fait pendant 1 minute? 1 minute, vous avez 60 secondes on fait ce qu'on pour veut. Agir. La liberté sur ce plateau. À tout à l'heure. 1 minute. Alors on se dit que c'était bien, mais on a été très grave dans nos propos. Qu'est-ce qu'on peut chanter? On n'a pas beaucoup chanté. C'est bien normal d'avoir envie d'aller seul au cinéma. Oui, mais le soir, nous, les filles, on peut pas. À peine a-t-on mis dehors le bout du nez qu'on n'arrête pas de se faire accoster. Alors on reste à la maison devant la télévision, en pantouflés, en peignoir. C'est tout de même malheureux de ne pas se promener tranquillement dans les rues après 9h du soir. Oui, vu que t'en parlais, alors c'était le moment de réviser cette chanson. Ça a été un petit peu décalé. Jusqu'à 9h du soir, dans certains endroits, on peut encore, mais... Les plaisirs de Paris, on n'a pas parlé des plaisirs de Paris. Mais c'est vrai que lorsque l'on lit quand même certains textes, c'est quand même un peu vieillot, obsolète. Désuet. C'est un groupe qui, à l'époque, était un peu conservateur. C'était pas les plus libérés, les plus libertaires non plus. Mais c'était en tout cas, 68. dans les chansons que nous chantons, que nous interprétons, celles qui sont un peu vieillottes, sur scène, sont mises en dérision légèrement, elles sont mises en perspective. Mais c'est pour ça que c'est pas le discours le plus féministe. En tout cas, il n'est pas dans les chansons. Non, mais là, il y a une... En tout cas, il est bien en vous. Il est en nous, mais il n'est pas... C'est pas l'expression... l'expression du féminisme n'est pas dans les paroles de ces chansons. Non, mais en même temps, il y a l'expression de la féminité. Et nous sommes aussi des femmes qui avons des forces, d'autres types de forces. On n'est pas... Être femme, ce n'est pas seulement avoir raison et revendiquer des choses. C'est un passage obligé, bien entendu. Mais nous avons aussi des forces secrètes, et elles sont très fortes. Et quand on est 4 filles, on se rend compte à quel point la force du féminin uni est phénoménale. Les femmes qui se réunissent sont des petites guerrières. Elles ont un vrai pouvoir. Et elles ont un vrai pouvoir. Et c'est l'avenir, je crois. Sur l'album, il y a une chanson qui s'intitule « Il flotte ». Et ça a été vraiment le cas. J'ai pris la pluie. Ah oui, on a suivi Mareva, c'était à l'île Saint-Louis. Mais ça n'a pas entaché du tout sa bonne humeur, loin de là. Vous, Ariel, vous aviez choisi de nous emmener dans les jardins du Palais Royal, sous le soleil, la Vénarde, Alexandra Garde et Anne-Rousse Les Blancs étaient avec vous. Ouais. Bonjour, comment ça va? Eh bien écoutez, il fait beau, c'est le printemps.
Oh, c'est trop parisien, ça. C'est même nostalgique de se balader sous la pluie comme ça. C'est plus que romantique, c'est un endroit inspiré. Et c'est quand même un des plus jolis jardins de Paris. Alors Colette habitait là. Vous voyez où sont les stores rayés? Ce palais royal, c'était l'idée aussi que je me faisais de Paris. Cette grâce de l'architecture. Regardez comme c'est joli. C'est des noisetiers. Tous les magnolias en fleurs. Toutes les femmes aiment les chaussures. Moi, je dois dire que je suis très chaussure. Pour les Parisiennes, on a des chaussures très spécifiques et moi, je fais faire mes chaussures. Mais j'aime ces trucs-là aussi. Ça, c'est super rigolo. C'était un endroit, le Palais Royal, où juste après la Révolution, il y avait les Merveilleuses et les Muscadins. C'était la grande mode de venir ici. Là, il y a un décor très directoire. Oh, il y a un beau rouge à lèvres. J'essaye. Et puis cette couleur, c'est trop joli. La Parisienne, en effet, elle connaît des trucs, des endroits, le mystère. Elle vit Paris. Elle est forcément féminine, même si elle est habillée en garçon et qu'elle arpente la capitale et qu'elle est toujours pressée. C'est ce que nous chantons d'ailleurs. Les Parisiennes sont toujours pressées. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais, jamais. Il y a un magasin de jouets que j'adore. Ah oui, il y a les boîtes à musique, ça j'adore. Et c'est vrai que j'en ai acheté beaucoup. Ouais. C'est une merveille. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Je l'adore. Regarde comme c'est mignon. Merci. Bon, voilà, on s'arrête, hein. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur l'île Saint-Louis, ça me fait très plaisir. J'ai habité là pendant des années et je venais ici très souvent dans ce lieu qui est complètement typique, complètement français et dans son jus en fait. L'authenticité, c'est un charme qui n'a pas de prix. On est un peu dans un endroit hors du temps ici. Vous voyez monsieur par exemple. Non, monsieur n'irait pas à New York, il est très bien ici. Je me sens profondément tahitienne à Paris. Je comprenais pas le bistrot quand je suis arrivée. D'aller boire un verre au bistrot, je connaissais pas, j'avais pas ça dans ma culture. Vous avez pas de parapluie du coup? C'est un côté un peu romantique. Il s'en passe des choses sur ces quais. Vous croisez des amoureux, des baisers fougueux, des engueulades, des gens qui pleurent. Je suis jamais venue faire une balade romantique. Enfin si. Il flotte. Mon cœur a l'air d'un chien mouillé et rien ne peut le réchauffer. Ni mon gros ciré, ni mes bottes. Là, cette circonstance. Et comme il pleut, c'est un temps propice à aller manger une glace. Donc allons manger une glace, soyons fous. Mon glacier, il est fermé. Non. Ben, j'aurais aimé vous faire partager une glace que j'adore, bien laiteuse, bien crémeuse. Ce sera une prochaine fois. On va aller manger des bonbons. Oui, moi je suis plus mendiant, pâte de fruits et ma fille a une passion pour les bonbons. Je veux bien goûter à l'anis, s'il vous plaît. C'est des très jolis cadeaux à faire en plus. Mais même moi qui suis pas une touriste, ça me plaît beaucoup. Même moi qui suis une Parisienne, je vous dis à bientôt. Maëva, vous mangez des bonbons, on a un peu de mal à le croire, si. Pas des kilos en tout cas. Si, vous pouvez témoigner, gâteaux, allemand. Oui. C'est très énervant, mais c'est vrai. Des gâteaux. En quoi vous pensez que le rapport amoureux a changé depuis les années 60 ? Les femmes ont quand même gagné beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'elles divorçaient moins. Moi, par exemple, ma maman qui vient du Portugal, le divorce était interdit. Donc un jour, elle a pu divorcer, j'avais déjà 18 ans, donc sans doute qu'il y a une liberté que les femmes ont acquis. Merci. Alors elles sont peut-être devenues plus amoureuses aujourd'hui parce qu'il y a cette liberté justement de ne pas rester enfermées dans un mariage et dans un couple qui ne marche pas. Elles sont plus indépendantes. Vous savez aussi, Maëva, vous connaissez moins bien l'émission puisque c'est la première fois que vous venez. Il y a un exercice qui s'appelle le dos à dos. C'est un exercice qu'on va faire à chacune de votre tour, si vous en êtes d'accord, avec des réponses semblables, des questions semblables. Et les réponses de votre choix. On y va.
2 ados avec vous, Elena Noguera, et des réponses du tac au tac. Le cliché sur les Parisiennes qui est vrai. Le cliché sur les Parisiennes qui est vrai, elles sont chics. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais, jamais. Une manie dont vous aimeriez vous débarrasser. La manie de me dérober. Votre juron préféré. Saperlipopette. Oh putain. Complétez cette phrase, Paris, je t'aime, mais ce serait mieux si... Si parfois il pleuvait un petit peu moins. S'il y avait moins de trafic. J'en peux plus. Que faites-vous en cas de déprime? Je pleure. Je regarde des films, je grignote, je prends du temps pour moi. Je me cache. Je pars à Tahiti. Qu'est-ce qui est le plus insupportable quand on partage votre vie? Mon caractère autoritaire. Je suis géniale à vivre. Savez-vous changer une roue? Non, mais je pense que ça ne doit pas être si compliqué. Ouais, j'ai changé une roue de voiture, de moto, de vélo, de tout ce que vous voulez. Le pire tue l'amour. Le manque de liberté, la jalousie, Le pire tue l'amour, l'irrespect, le manque de regard. Ah, c'est difficile à tuer l'amour. Réponse hyper basique, caleçon, chaussettes. C'est affreux. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Ah, je ferais... Qu'est-ce que je ferais? Je crois que je fais les mêmes choses, que j'ai été éduquée comme les garçons, donc je ne sais pas. J'aurais un zizi. Je couvrirai ma femme de fleurs. Le mot d'amour le plus sensuel, le plus érotique? Viens. Ma vie. Avez-vous déjà subi la violence d'un homme? Oui. Physique? Non. Oui. Physique? Non. Oui. Bien sûr. Physique ou morale? Les deux. Avez-vous déjà regardé dans le portable de votre compagnon à son insu? Oui. Il a bien réagi? Personne ne réagit bien. Ça me fait trop peur. Il y a bien longtemps, mais je ne fais plus ce genre de choses. Et si un enfant vous demandait la définition de l'amour, qu'est-ce que vous lui répondriez? Je lui dirais, c'est compliqué, démerde-toi. C'est vrai, il fait trop beau pour travailler aujourd'hui? Il fait toujours trop beau pour travailler. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci. Hey! Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les squares et sur les terrasses des grands boulevards. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est un temps à aller se balader. Partons dans la nature et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Laissons là nos cahiers et nos bouquins. Ils peuvent bien attendre jusqu'à demain. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est un temps à ne pas se fatiguer. Prenons vite le large et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Il fait trop beau pour travailler.
Bravo. Voilà, vous retrouvez bien sûr ce titre et 14 autres, puisqu'il y en a 15 hein, dans cet album. Et alors, vous serez sur scène aux Folies Bergères hein, du 24 mai au 3 juin. Après, il y aura peut-être une tournée, on ne sait pas. Il y a 20 dates. Et puis, on espère... Entre octobre et décembre, il y a 20 dates. Et puis, on espère aussi traverser les frontières, les Parisiens. Aller à l'international. Bah, voyons, quelle ambition. Je vous le souhaite en tout cas. Vous connaissez Benoît de Groult, bien sûr, j'imagine, donc qui est décédé maintenant il y a presque 2 ans. Et ça, c'est son dernier livre. En fait, c'était son dernier projet avant qu'elle ne meure. Publier son journal de ses 23 étés passés en Irlande. Elle avait un amour débordant pour ce pays. Et puis, chaque matin, elle partait pêcher avec son petit bateau. Et elle écrit ses rencontres. Il y a François Mitterrand, notamment, qui vient les voir. Quand je dis les, c'est Paul Guimard, évidemment, son mari. Mais elle raconte aussi dans ce livre le trio qui était Paul Guimard, elle et son amant américain Kurt. Donc c'est un livre posthume que l'on doit à sa fille d'ailleurs, Blandine de Caunes. C'est un très très joli livre, c'est chez Grasset, vraiment je vous le recommande. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je remercie Gilles Drouin qui est exposé sur le plateau de Thé au Café. Il s'inscrit dans ce que l'on appelle l'abstraction géométrique. Il travaille sur les juxtapositions de couleurs vives et sur les oppositions aussi noir et blanc. Gilles Drouin, exposé dans Thé au Café ce matin. Un gros merci à toutes les 4 d'avoir pris le temps de passer sur ce plateau de Thé au Café, d'avoir chanté. En plus, cette jolie chorégraphie, c'était quand même des premières fois. C'est la première fois. Sur un plateau comme ça. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais. Merci. Merci à vous. Et puis, allez, merde. Et vous répondez rien surtout. On termine ensemble. Évidemment, l'émission elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur YouTube et puis aussi sur notre site de France Télé. Et on va faire un petit selfie ensemble. Allez, oui. D'accord. On y va.